Bonsoir à toutes et à tous, vous regardez Bienvenue en Ile-de-France sur le Figaro TV. Et comme tous les jours, on aborde les sujets qui vous concernent. Et on commence par un sujet d'actualité. Notre dossier du jour est consacré à la baisse de la natalité en Ile-de-France. Un phénomène statistique réel à confronter au désir d'enfant qui, lui, ne faiblit pas, en tout cas pas dans les mêmes proportions. Les Parisiens et les Franciliens veulent des enfants. Alors qu'est-ce qui les en empêche? Est-ce le coût de la vie? Est-ce la gestion de la petite enfance? Est-ce l'infertilité? Nous dirons aussi évidemment un mot de la mortalité infantile et de l'accès aux soins. Et on le fait évidemment dans une minute avec nos excellents invités autour de la table. En culture, un livre magnifique signé Elisabeth de Fédot consacré aux femmes et aux parfums. On vous parle tout à l'heure des voluptueuses et de ces 19 icônes, ces 19 femmes légendaires qui ont ponctué l'histoire du parfum. Dans C'est tout bon, mon coup de cœur de l'année, la table Aura, signée Aurora Storari et son Dessert Dining. C'est une table de dessert absolument incroyable, un menu gastronomique en 10 temps qu'elle vient nous présenter en plateau. Comment endiguer la baisse de la natalité en Ile-de-France? C'est la question que l'on se pose quand on regarde l'écart qui se creuse entre le nombre d'enfants par femme et le désir d'enfant des jeunes couples. Si 70% des Français de moins de 35 ans souhaitent devenir parents, le nombre d'enfants par femme, lui, ne cesse de chuter. La faute à qui? La faute à quoi? Coût de la vie, place en crèche, enjeu de carrière, fécondité. On va en parler avec nos invités autour de la table. Yves Ville, merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes chef du service maternité à l'hôpital Necker. Vous êtes également professeur de gynécologie obstétrique. Vous êtes accompagné en plateau de David Duhamel, économiste, enseignant à Sciences Po Paris et à l'université Paris-Cité. Vous êtes aussi l'auteur d'Un monde sans enfants aux éditions Buchet-Chastel et vous êtes évidemment accompagné d'Agnès Leclerc. Merci beaucoup Agnès d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France, journaliste au service Société du Figaro. Et on va tout de suite commencer avec ce chiffre qui dit beaucoup de choses. Le nombre d'enfants par femme chute. 2 enfants en 2014, 1,6 en 2024. Évidemment, les raisons, elles sont multifactorielles. On va avoir le temps et l'occasion d'y revenir longuement. J'aimerais qu'on confronte ce chiffre-là au désir d'enfant qui, lui, ne faiblit pas, en tout cas qui reste important malgré cette chute de la natalité. Qu'est-ce qu'on en comprend? Qu'est-ce qu'on en déduit, Agnès? C'est vrai qu'il y a eu plusieurs études qui sont sorties récemment qui ont montré qu'il y avait quand même un désir d'enfant qui était plus fort que le taux de fécondité actuel. Il tourne plutôt autour de 2 enfants. Mais malgré tout, ce désir d'enfant, il baisse. Donc après, ça dépend un peu est-ce qu'on regarde ça de manière plus optimiste que pessimiste? Est-ce que c'est déjà de considérer que le désir d'enfant est là? Voilà, certains démographes préfèrent, ou politistes, préfèrent voir que le désir d'enfant est toujours là, même si on ne fait pas tous les enfants qu'on souhaiterait. Et l'étude de l'INED qui est sortie il y a 2 jours montre que ce désir, malgré tout, baisse un peu. C'est-à-dire que la famille idéale de 2 enfants fait de la résistance dans les souhaits de famille, mais le nombre de parents qui veulent 3 enfants a baissé, tandis que le nombre de jeunes qui veulent 0 ou 1 enfant a augmenté. Tout à fait, quelques chiffres, 2,7 enfants en 1998 quand on pensait au désir d'enfant et la construction d'une famille idéale, 2,3% en 2024 et on en est loin dans les chiffres puisqu'on l'a rappelé, on parle d'1,6 enfants par femme. Qu'est-ce que ça nous dit des complications, des réalités et derrière de ce qu'on doit envisager pour pallier à cette baisse de la natalité? Alors, cette discordance, en fait, entre désir et réalisation, si on la regarde uniquement par l'index de fécondité, on ne comprend pas. Mais si on regarde le phénomène qui est majeur maintenant, qui est le décalage dans le calendrier des grossesses, donc les femmes ont des enfants, mais elles les ont plus tard. Et par exemple, à titre individuel, le groupe de femmes qui a par femme le plus d'enfants sont les femmes de 40 ans et plus. Et également, on sait qu'aujourd'hui, les femmes qui sont nées en 1983 ont eu autant d'enfants que leur mère. Elles ont eu 2, quelque chose enfants, comme leur mère. Donc là, il n'y a pas eu, sur la durée complète de la vie reproductive d'une femme de 45-50 ans, le même nombre d'enfants que la génération d'avant. Le point d'interrogation, c'est pour celles qui sont nées en 93. Celles qui sont nées en 93, aujourd'hui, elles ont eu 1 enfant ou un peu plus d'1 enfant par femme. Donc elles peuvent encore égaler les générations plus. Le vrai point d'interrogation, surtout si l'on regarde les chiffres récents là, de l'INED, de Laurent Toulmont,
qui disait que 13% des jeunes Français ne voulaient pas avoir d'enfants. Ça dépend à quel âge on leur demande, puisque de toute façon, c'est décalé. Donc, je ne sais pas quelle est la valeur de « je ne veux pas d'enfants ». Mais en tout cas, le point d'interrogation, ce sont ces jeunes gens qui sont nés entre 2000 et 2010, qui a été le dernier petit saut, le dernier petit pic bien rond portant de naissance. C'est sur cela qu'on peut espérer réenchanter ce désir d'enfant et leur donner les moyens d'en avoir. Parce qu'aujourd'hui, ça n'est pas une seule réponse, bien sûr, mais il y a une condition qui est non pas nécessaire, mais indispensable, même si elle n'est pas suffisante, c'est une aide à la parentalité. Une aide financière ? Une aide économique, en général. C'est pas seulement financier, c'est économique, parce que dans l'histoire, il y a l'emploi, et l'emploi de la femme en particulier, et donc la question de la carrière qui compte beaucoup. Mais effectivement, il y a un gradient très clair, enfin, il y a une corrélation très claire, vous me corrigerez si je me trompe, mais entre les pays de l'OCDE qui consacrent le plus de moyens à la parentalité, à la famille, appelez-le comme vous voulez, et le nombre d'enfants par femme. Et la France s'est déclassée, là encore, comme pour la mortalité infantile sur laquelle on reviendra. La France s'est déclassée en une petite dizaine d'années, en passant, je crois, de la 3e place au milieu bas, c'est-à-dire qu'on consacrait, je crois, un peu plus de 4% du PIB à ce budget-là, et maintenant c'est à peine plus que 2%. Et les conséquences sont directes et on peut les mesurer aujourd'hui. David Duhamel, comment est-ce que vous analysez ça d'un point de vue économique ? D'abord, plutôt pas d'un point de vue économique pour commencer. C'est-à-dire que vous avez dit quelque chose qui m'a frappé, de parler essayer de réenchanter la jeunesse dont on ne connaît pas encore le comportement reproductif, puisque justement la jeunesse est pour l'instant trop jeune pour commencer à faire ses enfants. Mais c'est maintenant qu'il faut travailler dessus. Et ce qu'on voit, c'est qu'effectivement le désir d'enfant a baissé particulièrement dans cette tranche-là. C'est-à-dire qu'eux déclarent moins de 2 enfants. Déjà, leur désir est en dessous du seuil de remplacement. Ça laisse augurer d'une fécondité nettement plus basse, donc peut-être autour d'1,5, peut-être même autour d'1,3, 1,2. Et donc ça accentue cette baisse de la natalité. Oui, complètement. Et donc, ce serait intéressant, effectivement, de s'intéresser aux causalités, ou en tous les cas aux corrélations qu'on observe. Et pourquoi désenchantement ou enchantement, cette question est importante, c'est parce que cette jeunesse, elle est incroyablement anxieuse. Et en fait, c'est ça qu'elle cite comme raison de son incertitude, voire de son refus. Une anxiété qui est économique, qui est écologique, qui est idéologique, qui est polymorphe. D'après le papier. Sur l'anxiété écologique et économique, elle est présente. Et l'anxiété écologique, c'est nouveau, mais elle est quand même à un niveau qui reste très faible. D'accord. Donc elle est mise en avant dans cette étude parce que c'est un peu la première fois qu'elle est mesurée sur un échantillon aussi grand. Mais ça joue sur 0,08% d'enfants en moins dans le désir d'enfant. Alors comment on l'explique pour vous, cette anxiété ? Ça reste très marginal. Je veux dire qu'il y ait une anxiété sur le climat et l'avenir de la planète, c'est vrai. Bien sûr, ça, voilà, on est face à quelque chose, un phénomène qui existe. Mais est-ce que ça entraîne une baisse du désir d'enfant ? C'est ça qui est plus difficile à mesurer. L'INED le mesure, mais à un niveau finalement plus faible qu'en tout cas la médiatisation dont a bénéficié ce sujet. Parce qu'en fait, ça a été super médiatisé. Est-ce que c'est mauvais de faire un enfant pour la planète ? Et je pense que ça a été peut-être un peu surmédiatisé, alors que les facteurs comme le logement, par exemple, les places de crèche ont sans doute beaucoup plus d'impact réel et concret sur les souhaits de parentalité. La manière dont on considère une naissance, vous n'êtes pas d'accord, David Duhamel ? Je ne suis pas tout à fait d'accord, d'une part parce que ce thème du réchauffement climatique est partagé par tous les pays du monde, et donc la jeunesse ailleurs en France s'exprime aussi sur la question. Et effectivement, c'est assez diffus, mais l'anxiété climatique est quand même beaucoup plus présente chez la jeunesse. Et les conditions économiques, finalement, qui sont si importantes, notamment le logement, l'aide, on s'aperçoit que même là où la jeunesse est extrêmement bien lotie, notamment comparée à la France, et extrêmement affluente, finalement, l'anxiété prévaut. Et donc, le papier de l'INED dit anxiété climatique, anxiété économique, anxiété géopolitique. Évidemment. Mais attendez, ce que le papier ne dit pas, et à mon avis, c'est ça le plus important, c'est que pourquoi notre jeunesse est si anxieuse, c'est pas tellement que le monde dans lequel elle vit est tellement plus anxiogène que le monde passé, c'est que son rapport à l'information a complètement changé via la technologie. Et en fait, la technologie que cette jeunesse emploie massivement, encore plus que nous, c'est-à-dire... On est trop informés ? Non, pas forcément trop, mais informés via des réseaux sociaux à des formats très courts qui cultivent finalement une forme, un écosystème anxiogène, très anxiogène, et on en est l'esclave. Donc ils sont 4 heures, 5 heures sur leur portable, et ça leur bouffe un peu la tête.
Et nous aussi d'ailleurs, moi je me reconnais aussi là-dedans. Ce cycle d'anxiété. C'est ça la différence. C'est ça qui crée une anxiété beaucoup plus forte. Et on voit les pathologies chez les jeunes, et notamment chez les jeunes femmes, décoller, les suicides, les mutilations, les troubles alimentaires, et corrélé à l'introduction progressive et massive des réseaux sociaux et de la technologie. Et donc encore une fois, c'est polymorphe et c'est multifactoriel. Oui, mais c'est la technologie qui a été oubliée dans le truc de l'INED. Il y a un facteur dont on ne parle pas aussi, c'est le célibat. C'est la montée du célibat, le fait qu'il y ait moins de couples. Peut-être que ça va avec la technologie, c'est ça qui m'y fait penser. Mais c'est une réalité aussi, Yvine. Je crois que cette partie-là est le sujet sûrement le plus passionnant, sans oublier d'ailleurs que ces jeunes-là étaient adolescents pendant la crise de Covid et qu'on les a vraiment massacrés pour préserver les gens plus âgés, en ne les laissant pas sortir. Donc les conséquences psychologiques sont là. Voilà, donc il y a ce facteur-là qui va impacter bien sûr sur leur vie de jeunes adultes, mais c'est l'aspect le plus intéressant, mais je crois que si on se focalise dessus et qu'on dit, ben voilà, c'est ça, mais voilà, on ne va pas arrêter la guerre, on ne va pas arrêter le réchauffement, etc., on ne va pas trouver de solution. Et c'est finalement une façon d'éviter le problème pour la politique. Ce que l'on peut faire, c'est d'autres bras de levier qui sont moins intéressants en termes de sociologie, etc., mais qui sont réels. Par exemple, les places en crèche. Vous pensez qu'on a besoin de 100 000 places en crèche supplémentaires? L'allocation universelle dès le premier enfant et qui soit substantielle, c'est-à-dire au moins 250 € par mois, parce que ça correspond à peu près à 20% du prix, de la somme que coûte d'élever un enfant par mois, d'avoir un droit à la garde d'enfants, arrêter de considérer comme un sous-métier les métiers de garde d'enfants et revaloriser de la petite enfance. Je crois que dégager ce problème sur les communes, c'est une aberration. Ça va augmenter les inégalités entre les populations, entre les régions, entre les communes. Qui sont déjà là. Quand on regarde déjà la question de la mortalité infantile, on peut peut-être regarder la carte. Déjà, les disparités sont importantes. Ça se voit tout de suite. Ça reboucle avec ça complètement. Et puis effectivement, ensuite, ce congé de parentalité dont on parlait avec votre collègue, c'est essentiel qu'il soit court, bien rémunéré et obligatoirement partagé quand c'est un couple, parce que effectivement 60% des naissances sont hors mariage ou hors Pacs, mais quand c'est un couple, qu'on partage de façon obligatoire ce congé, de façon à ne pas obérer la carrière des femmes, qui est quand même toujours dans ce système-là, celle qui va devoir plutôt sacrifier sa carrière. Le congé de naissance, c'est dans les projets du gouvernement. Alors c'est annoncé depuis des mois, et bon, là, ça devrait peut-être arriver enfin, mais on peut dire que le gouvernement commence tout juste à sembler se réintéresser à la politique familiale, qui a été délaissée pendant des années et qui a subi des coupes sous François Hollande en 2012. C'est une question d'austérité, c'est une question idéologique? Mais un peu des deux, mais je pense qu'on est passé d'une politique familiale horizontale, ça veut dire qu'il visait à aider toutes les familles avec des enfants, qu'elles soient riches ou pauvres, à une politique familiale plus sociale, où on s'est dit on va profiter de cette politique familiale pour aider les familles les moins aisées. Alors, excusez-moi, mais je suis absolument pas d'accord avec parce que j'entends beaucoup ce diagnostic sur la responsabilité de la politique de François Hollande en 2015. La baisse de la fécondité, c'est un phénomène mondial, universel. Je doute que les Coréens, les Chinois, les Brésiliens, les Américains se soient mis par la politique de François Hollande. Voilà, je pense que c'est plus multifactoriel que ça, et que on a tort de croire que si François Hollande avait continué à donner les mêmes allocations universelles à tout le monde, la France serait le seul pays à voguer dans un autre sens. C'est pas le seul responsable. C'est pas le seul responsable. Mais les chiffres correspondent. Les chiffres correspondent. Le même discours. Ça n'a pas aidé. Libération, mais là on est Figaro. Ça n'a pas aidé. C'est vrai. Non, mais les démographes commencent à reconnaître qu'il y a un impact de la politique familiale, même si c'est mondial. Et effectivement, il y a eu un rapport de l'ONU qui a montré la tendance mondiale à la baisse de la natalité. C'est peut-être même vous qui les avez produits, je suis désolé si vous regardez le revenu des femmes et le nombre d'enfants. Oui. Celles qui ont le moins de revenus, celles qui ont le plus de revenus, c'est celles qui ont le plus d'enfants. Oui. Et la grande majorité des femmes de revenus moyens en ont le moins, parce qu'elles n'en ont pas les moyens. Donc encore une fois, ce n'est pas une condition suffisante, mais c'est une condition indispensable. C'est indispensable. Et vous dites, comment s'est effilochée l'aide à la... Elle s'est effilochée au moins très naturellement. C'est que la branche famille est une des branches de la sécurité sociale, que moins on fait d'enfants, plus la branche famille est bénéficiaire. 2025, 400 millions d'euros. 400 millions d'euros, hop, parti sur l'assurance maladie. Oui, bien sûr. Et donc, c'est un détournement permanent, silencieux et de plus en plus juteux de la branche famille vers la branche maladie. Je suis assez d'accord avec ce que vous dites, c'est-à-dire que c'est nécessaire, pas suffisant. Mais par exemple, la Corée du Sud est un exemple
de dépenses pharaoniques par rapport au budget coréen pour des résultats non existants. Ce qui donne à penser... Avec des politiques qui sont, pour certaines, un peu loufoques. Hein. Ah oui, complètement, mais c'est quand même aussi financièrement, c'est massif et ça donne aucun résultat. Et en fait, il y a un groupe en France qui est vraiment ciblé, je trouve, c'est les familles monoparentales qui sont à 80% des familles avec une mère à leur tête et qui ont un taux de pauvreté, je crois, double de la population générale. Donc ce qui veut dire que pour une jeune femme, avoir un enfant, c'est le plus gros risque financier qu'elle peut prendre dans sa vie, et pas pour un jeune homme. Et tant que ce sera comme ça... Donc ça crée évidemment une inéquité, une inégalité de fait. Et ça, les femmes l'internalisent, surtout que maintenant, elles ont des opportunités qu'elles n'avaient pas nécessairement, que n'avait pas leur mère ou leur grand-mère. On voit à quel point c'est multifactoriel. C'est intéressant puisque dans la manière dont on avance dans ce sujet, on se rend compte du nombre de barrières qui sont présentes sur ce sujet de la natalité. J'aimerais qu'on parle de l'Île-de-France et qu'on parle aussi de cette réalité financière dans notre région qui exacerbe encore ce qu'on dit avec un coût de la vie qui est plus élevé encore que dans d'autres régions. C'est le vrai notamment sur les loyers. J'aimerais qu'on regarde cette carte qui, une fois de plus, montre la réalité de Paris et de l'Île-de-France. Vous le voyez, la France est majoritairement en vert ou en orange. Du côté de Paris et de l'Île-de-France, on est rouge ou noir, avec des prix des loyers qui sont évidemment très importants. Un bébé, c'est évidemment des mètres carrés en plus, des loyers qui peuvent exploser. Deuxième carte très intéressante, celle du panier moyen sur un panier constitué des besoins du quotidien, un panier alimentaire et des besoins réels. On se rend compte encore une fois que l'Île-de-France est certes un petit peu moins rouge que sur la carte précédente, mais on voit tout de suite une distinction. Finalement, à Paris, ça coûte encore plus cher de faire des enfants qu'ailleurs. C'est un peu un cocktail explosif. Vous avez parlé en plus des enjeux de carrière. On sait qu'il y a énormément de femmes et d'hommes qui mènent des carrières à Paris, en Île-de-France. Derrière, ça veut dire que c'est des barrières en plus? Autant de barrières en plus? Oui, c'est autant de barrières en plus. Vous parliez du coût d'élever un enfant, c'est le coût moyen. C'est pas en Île-de-France, je ne le connais pas, mais il est cité de façon très très reproductible. C'est 180 000 € jusqu'à l'âge de 20 ans, sans études. Donc, effectivement, c'est un investissement, pardon. Ben, c'est un investissement. C'est pas très joli de le dire comme ça, mais ça reste un investissement. Si encore c'était un investissement, mais il faut que quand on parle d'investissement, il faut qu'il y ait un retour à la fois pour l'enfant et sans doute aussi pour essentiellement la femme seule dont vous parliez. Oui, mais comme on parle de désir, je considérais que le fait justement de désirer avoir des enfants... Je suis bien d'accord, mais 180 000 €, c'est... Voilà, ça c'est... C'est non négligeable. Je crois qu'il y a des études sur l'immobilier qui montrent qu'en un certain nombre d'années, une trentaine d'années, peut-être les jeunes couples ont perdu l'équivalent d'une pièce, soit une chambre d'enfant en plus. Ça dit aussi quelque chose d'intéressant. Ça dit quand même beaucoup sur le logement et l'impact que ça peut avoir sur les désirs d'enfants. Effectivement, vous avez tout à fait raison. C'est ce que raconte très justement Maxime Sbehi dans son livre sur la question. En gros, un jeune de 30 ans aujourd'hui par rapport à l'an 2000 a perdu 20 mètres carrés à Paris. Donc c'est 20 mètres carrés, c'est une chambre d'enfant, peut-être même 2 chambres pour 2 enfants. Mais là se pose la question en fait d'une société qui vieillit, qui est la nôtre, comme toutes les sociétés du monde. Et d'ailleurs, on vieillit plutôt moins vite que les autres. C'est une société où l'électorat senior a de plus en plus de poids. C'est l'électorat senior qui est propriétaire du logement. Faire une politique de logement qui aiderait la natalité, ça veut dire faire une offre plus grande et éventuellement faire baisser les prix et donc desservir les propriétaires. Politiquement, c'est extrêmement compliqué. Ça allait à contresens finalement de la démographie actuelle. C'est-à-dire qu'on rentre un peu en gérontocratie de ce point de vue-là, vous voyez. Il en va de même d'ailleurs quand on parle d'espérance de vie en France. L'espérance de vie continue à augmenter. Elle ne continue à augmenter que parce qu'on a fait des progrès sur la prise en charge des cancers et des maladies cardiovasculaires. Ce qui concerne en grande majorité, non pas des enfants, mais des adultes, et plutôt des adultes d'un certain âge. Et ça veut dire aussi que quand on met en regard de cela l'augmentation de la mortalité infantile, ça dit tout d'une société, effectivement, qui vieillit et qui concentre ses moyens, y compris ses moyens médicaux, loin de la périnatalité et de la petite enfance. Alors pardon, mais sur la mortalité infantile, je pense que c'est important d'en dire un mot aussi. On a des chiffres absolument dingue en Île-de-France, avec une hausse de la mortalité infantile. Ça paraît, mais ça paraît complètement irrationnel quand on sait qu'on a un accès aux soins qui est de plus en plus important, quand on sait qu'on fait des progrès médicaux, des progrès scientifiques. Pourquoi a-t-on des taux aussi élevés ? Il faut demander aux spécialistes. La majorité de ces décès sont des décès liés à la prématurité et à sa prise en charge, pour plusieurs raisons. La première raison, elle est aussi économique. C'est-à-dire que le dernier plan de périnatalité avec des moyens et des normes qui correspondaient aux besoins de la population, c'était en 1998. Ça date. Depuis, il n'y a eu que des exigences en plus et aucun moyen.
Et les services de néonatologie, y compris les moins mal dotés, pour ne pas dire les mieux dotés, eh bien, ont constaté que plus leur taux d'occupation, qui est absolument faramineux, c'est plus de 90% d'occupation. Ça veut dire pratiquement que un bébé chasse l'autre. Avec des équipes qui sont en sous-effectif, puisque ces conditions-là n'attirent pas les jeunes puéricultrices ni les jeunes médecins. Eh bien, il y a une corrélation très claire entre ce taux d'occupation et la mortalité et la morbidité des nouveau-nés prématurés. Et donc, nos résultats sont mauvais. On est voisin du Kosovo. Ça paraît, pardon, mais ça paraît complètement ahurissant. On a les mêmes chiffres qu'au Kosovo, quasiment, en Ile-de-France. En France, en tout cas. Mais c'est hyper inquiétant. Il faudrait regarder l'âge des mères pour contrôler pour l'âge des mères. Oui, mais là, on parle de la prématurité. D'accord. Donc, à prématurité égale. Et tous les pays font des progrès sur l'extrême prématurité, en plus. Donc, on manque de lits, on manque de moyens. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on manque de lits. En moyenne, il y a entre 0,5 et 1,2 lits pour 1000 naissances en France de néonatologie. Il en faudrait au minimum 1,3 pour 1000 naissances partout. Voilà. Donc ça déjà, ça n'est pas rempli. Ce n'est pas acquis, oui. C'est pas acquis. Et la valorisation des lits sur un plan d'économie de la santé, la valorisation d'un lit de réanimation adulte a été revalorisée sans cesse. Celle des néonatologies est restée en 98, ce qui fait qu'il y a un delta de 40%. Donc c'est quasiment sans issue s'il n'y a pas un vrai plan de périnatalité qui remet tout ça à niveau. Et donc, vous y croyez ? Ben, j'y crois, je milite. Je milite. Et le rapport de l'Académie de médecine là, que j'ai rédigé, vous avez rédigé, tout à fait. C'est la barrière principale. Et ça fait suite et ça reboucle avec un rapport d'il y a 2 ans sur les petites maternités et les regroupements nécessaires pour que toutes les femmes puissent donner naissance dans des conditions de sécurité maximale. Il y a 20% de ces grands prématurés qui ne naissent pas au bon endroit encore. Mais est-ce qu'on a beaucoup plus de prématurés aussi aujourd'hui ? Non, on n'a pas beaucoup plus de prématurés. Il n'y a pas de très grande augmentation de la prématurité. C'est pas dû aux grossesses plus tardives et aux FIV et aux naissances multiples ? C'est toujours, il n'y a pas d'augmentation des naissances multiples depuis une dizaine d'années, c'est stable. Mais les femmes ont des enfants plus tard. Ça a d'autres conséquences. Oui, ça a d'autres conséquences, mais c'est la prééclampsie, c'est le diabète gestationnel, c'est pas de l'extrême prématurité. C'est des grossesses qui sont plus à risque quand même ? Elles sont plus à risque pour les mamans surtout aussi. Pour les mamans. Bien sûr, oui, de maladies cardiovasculaires en particulier, mais ça c'est dans les suites de la naissance. Mais non, la situation de la périnatalité en France, elle est précaire. Et on le voit en Ile-de-France, et on le voit avec ces disparités aussi départementales qui sont très fortes. Bien que l'Ile-de-France ait les plus gros centres. C'est ce qui paraît dingue, avec des structures qui sont reconnues à l'échelle nationale. Cet effet-là est malgré tout très marqué. La question aussi de la fécondité est importante. Est-ce qu'on est moins fécond ? On parle tout le temps des perturbateurs endocriniens. Est-ce que c'est quelque chose sur lequel on doit s'attarder ? Est-ce que c'est une réalité ? Est-ce que finalement on subit aussi cette perte de fécondité ? C'est difficile de s'en rendre compte exactement, peut-être, parce qu'à cause du recul de l'âge aussi de la maternité. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de femmes qui font des enfants plus tard, et du coup, elles sont plus confrontées à des problèmes d'infertilité. Alors là, ne peut-être pas rencontré 3-4 ans plus tôt, 5 ans plus tôt. On sait pas. Enfin oui, la fécondité décroît avec l'âge. Donc là, il y a à nouveau un plan du gouvernement qui a été annoncé, mais ça tarde à venir. Mais je crois qu'ils veulent envoyer aux femmes un avertissement via l'assurance maladie. Attention, vous avez 29 ans, votre fécondité commence à décroître. C'est presque ça. C'était pas. On pourrait en rire s'il fallait pas en pleurer. Mais si vous voulez, il y a un marqueur là pour une fois que c'est à quelque chose, l'homme. Vous regardez la toxicité de ces perturbateurs endocriniens sur le sperme, elle est très marquée et très bien prouvée. Donc on peut imaginer que c'est la même chose chez la femme, même si vous l'avez dit, le grand facteur confondant, c'est l'augmentation de l'âge à la maternité, puisque la fécondité d'une femme de 25 ans, elle est 50 fois supérieure à celle d'une femme de 40. Mais en même temps, il faut que la médecine s'adapte. Or, l'accès à la procréation médicalement assistée, il y a 15% en France de couples, de femmes et couples infertiles. 15%. Donc, si cela pouvait trouver une réponse, ça aiderait. Bien sûr. Eux d'abord, et puis ensuite la natalité. Oui. Mais il y a la moitié des départements qui n'ont pas d'accès à la PMA directe. Sur la question, en fait, la question de la fertilité est un petit peu déconnectée de celle de la fécondité, à mon sens. C'est-à-dire qu'il y a le désir d'enfant et l'extrême douleur de ne pas réussir à avoir un enfant quand on veut en avoir un. Ça, c'est des drames personnels. Numériquement et quantitativement, que ce soit dans la population française ou dans la population mondiale, européenne, ça ne fait pas encore une grosse différence. Okay. C'est un sujet un peu marginal. Pourtant, ça paraît directement connecté aux enjeux de natalité. En termes de quantité, ça reste
vraiment petit par rapport à la grande diminution des naissances à laquelle on assiste en ce moment, n'est pas liée à une baisse de la fertilité, elle est liée à une baisse de la fécondité, c'est-à-dire des projets de naissance, des désirs et aussi des obstacles qui ne sont pas biologiques, enfin en tout cas majoritairement pas biologiques au projet d'enfant. Ça ne veut pas dire qu'avec le temps, ça ne pourrait pas changer, évidemment. Avec ce décalage du calendrier de la grossesse, ça va forcément à un moment impacter. Et il faut faciliter l'accès à PMA. Donc, si une femme, soudain, à 37 ans, par exemple, se dit ah ben, maintenant, c'est peut-être le moment, etc., voilà, elle trouve ou pas un partenaire, là, eh bien, si elle a une difficulté d'accès à la PMA, elle va se retrouver à 40 ans dans une prise en charge. Et on aura perdu, là, ça sera de plus en plus on aura perdu 3 ans. Et on aura perdu des chances naturelles, déjà. C'est tout à fait vrai. Mais si votre but, c'est d'augmenter le nombre de naissances, ce sera par exemple en améliorant la qualité des relations hommes-femmes dans la société, le partage, par exemple dans la culture, dans le partage des tâches, en apprenant aux hommes. J'allais vous demander des politiques concrètes justement pour résoudre cette question. Apprendre aux hommes à s'occuper de la machine à laver. Comment on fait ça, pardon? L'éducation, je sais pas. Enfin, moi j'ai appris, on a fini par m'apprendre à coup de bonnes engueulades, de bien comprendre qu'il fallait que je fasse ma part. Et en fait, on s'aperçoit dans tous les pays riches en ce moment, c'est dans les pays où les hommes font le plus de jobs dans les cadres hétérosexuels, c'est-à-dire que ça s'approche le plus possible de 50% des tâches éducatives, que la fécondité est la plus haute. Donc, encore une fois, une femme, ça ne l'intéresse pas de faire un enfant avec un zouave qui va rien faire à la maison. C'est intéressant ce que vous dites. Et ça numériquement, comme une politique concrète pour résoudre la question de la natalité. C'est la culture. C'est pas forcément l'État qui doit s'en occuper. C'est la culture. C'est les parents qui doivent apprendre à leurs enfants et particulièrement à leurs garçons. Mais c'est culturel, c'est pas que étatique. Alors, il y a le petit opus d'Elisabeth Badinter est oui, je vous donne la parole à Agnès Leclerc. Il y a juste un tout petit paradoxe sur cette question, c'est que l'étude de l'INED qui vient de sortir montre que plus un couple a un idéal d'égalité homme-femme, moins il a envie de faire d'enfants parce que les hommes, confrontés à ce que c'est vraiment au quotidien, reculent un peu. Enfin, ça ne veut pas dire qu'ils ne veulent pas d'enfants, mais ils déclarent en vouloir un petit peu moins. C'est compliqué cette question. Enfin, on sera tous d'accord pour le partage des tâches. On sera tous d'accord, c'est très dangereux. Quand on est tous d'accord, ça veut dire que ça ne va pas avancer. Ouais. Donc, alors pour avancer, je suis sûre que vous avez des propositions particulièrement marquées. L'accès à la prise en charge de l'infertilité, plus on la prend en charge tôt, plus les résultats sont bons. D'accord. Il faut aussi se poser la question de pourquoi les résultats en France sont moins bons qu'en Espagne. Pourtant, on a quand même la France reste le pays le plus fécond d'Europe. Non, en termes de prise en charge de l'infertilité. Pardon, excusez-moi. Donc sur l'infertilité, il y a un plan sûrement à mettre sur la table, mais il doit regarder très largement aussi les résultats. Je crois qu'il va ouvrir beaucoup de centres, notamment pour l'autoconservation des ovocytes, pour des femmes qui voudraient préserver leur fertilité. Exactement. Pour procréer. C'est 25 000 femmes qui préservent leurs ovocytes. C'est vrai qu'on s'est rendu compte au moment de la loi PMA pour toutes qu'il y avait un embouteillage délirant dans les centres de fertilité. Et donc autant de besoins, on l'imagine, derrière. Oui. Et vous l'avez dit, une politique plus ambitieuse pour soutenir les jeunes couples et notamment au regard de la petite enfance, des progrès à faire, on le sait sur les places de crèche notamment, mais il faut l'envisager de manière plus holistique. Oui, et l'indemnité de premier enfant, ça coûterait 1 milliard. Alors je sais qu'en ce moment, on jongle avec les milliards, mais il faut savoir... La période est aux économies. On les met dans l'Alzheimer ou on les met dans le congé parental. Pour vous, on les met dans le congé parental. On met dans le congé parental, bien que je sois beaucoup plus menacée par l'Alzheimer. Je ne ferai pas de commentaire là-dessus. Merci beaucoup à tous les trois d'être venus nous parler de ce sujet de la natalité en Ile-de-France. Merci Evelyne, merci beaucoup David Duhamel. Et un grand merci à Agnès Leclerc d'avoir été sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Et on passe tout de suite à l'entretien culture. Merci. Raconter les femmes au travers de leurs parfums, c'est la promesse d'Elisabeth de Fédot, historienne, écrivaine et spécialiste des parfums. Ces femmes de légende, Marilyn Monroe, Romy Schneider, Cléopâtre, Catherine de Médicis et ses essences mythiques, le numéro 5 de Chanel Guerlain ou encore l'association de la myrte et de l'oranger pour un dialogue poétique et charnel. C'est le propos du livre Les Voluptueuses, une histoire parfumée des femmes dont on parle avec vous. Elisabeth de Fédot, merci beaucoup d'être sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France. Merci de votre invitation. Vous écrivez aux femmes licencieuses, les parfums capiteux aux femmes convenables, le savon de Marseille. Le parfum dit donc forcément quelque chose de nous, il dit quelque chose aussi de la féminité. Absolument, il a accompagné la féminité depuis pratiquement les origines. Et c'est tellement vrai, cette dissociation entre la bonne et la mauvaise odeur, enfin l'odeur convenable et pas, c'est que le terme même de putain vient de putare, qui veut dire sentir trop fort.
Incroyable. Donc un parfum trop capiteux, qui serait trop entêtant, serait associé à de la prostitution ou à une femme de mauvaise mœurs. Exactement. Alors à la fois l'odeur propre de la femme. D'accord. Et également, bien sûr, le parfum trop fort qui est là pour cacher ou pour attirer. Je comprends très bien. Le sillage des femmes qui raconte donc forcément une histoire, une promesse aussi, il peut être une arme de pouvoir, vous le dites. Beaucoup de séduction, c'est d'ailleurs la plupart du temps le cas, de liberté, de dissidence. Est-ce qu'il y a une explication scientifique? Est-ce que finalement, quand on respire un parfum, il se passe quelque chose? On a des capteurs qui nous renvoient cette information de c'est une femme qui a du chien, c'est une femme qui a du pouvoir, c'est une femme qui exprime un désir de liberté. Exactement. Le parfum nous ramène à notre intimité, à notre intériorité aussi, puisque on choisit un parfum avec tout ce qu'on sait de nous et tout ce qu'on ne sait pas. C'est-à-dire que toutes ces odeurs qu'on a enregistrées depuis l'enfance et même avant, le système, si vous voulez, de l'odorat est relié au cerveau le plus archaïque, qu'on appelle le cerveau limbique, et qui est le siège des émotions. Donc on enregistre toujours une odeur avec sa sensation physique, et donc émotionnel. Donc un parfum ne sent pas la même chose pour un voisin de table, un collègue, une amie, un parent? Absolument. Et vous allez vers un parfum, c'est-à-dire que vous êtes attiré par un parfum parce qu'il vous rappelle des choses agréables de votre vie. Donc c'est aussi pour ça qu'au cours de la vie, on peut changer de parfum et qu'on va dessiner son portrait olfactif avec beaucoup plus de cohérence et de justesse finalement. On choisit mieux son parfum avec le temps. Je crois que je vois très bien ce que vous voulez dire. Je crois qu'on se l'applique toutes et tous en grandissant, en mûrissant. On a une approche différente, en effet, par rapport à la sensorialité du parfum. Le parfum qui a souvent été associé à une arme de séduction massive, en tout cas depuis sa création. Vous retracez ces 2000 ans d'histoire de la parfumerie au travers de 19 femmes, de 19 icônes, de 19 légendes, Cléopâtre, Frida Kahlo, Catherine de Médicis, Marilyn. Et elles incarnent toutes, c'est vrai, une version de la féminité. Oui, elles sont des archétypes. Elles sont des archétypes dans lesquels on peut se reconnaître. Et même Cléopâtre, aujourd'hui, elle a des traits extrêmement modernes. Alors, c'est la femme politique, surtout, c'est la femme intelligente. Elle a été victime d'une légende noire de la part des historiographes romains, en particulier ceux qui étaient autour de Octave, parce que c'était une ennemie politique, donc il fallait en faire une sorcière. Et quand il parlait des sortilèges de Cléopâtre, il parlait donc de toutes ces armes, dont le parfum qu'elle utilisait. Mais surtout, ce qu'il faut savoir avant tout, c'est que Cléopâtre, qui est une reine grecque, et qui a fait beaucoup pour son petit pays, qui était l'Égypte, le royaume d'Égypte, était une femme intelligente, polyglotte, et qui séduisait aussi par le charme de sa voix. Donc c'est assez intéressant aussi de voir que finalement, la voix, le son, cette vibration qu'on ne voit pas, rejoint l'idée du parfum. Alors Cléopâtre, c'est une des premières à faire des senteurs, un art de la domination. Elle l'utilise consciemment. Est-ce qu'on sait ce qu'elle portait? J'ai entendu parler du kifi, mais je n'ai aucune idée de ce qu'est le kifi, évidemment. Alors le kifi, c'est un des plus anciens parfums dont on a la composition. On est à peu près 3000 ans avant notre ère. Et comme reine d'Égypte, elle le connaît très bien. Et il était appelé le parfum 2 fois bon parce qu'il était bon pour les dieux et les pharaons, qui étaient des dieux sur terre, mais aussi bon pour les hommes, uniquement dans le but de la thérapeutique. Parce que le parfum, sous l'Antiquité, était interdit aux hommes, il était uniquement toléré pour honorer les dieux. Et bien sûr, le pharaon pouvait revêtir, comme on disait, ce parfum qui lui donnait l'aura, c'est-à-dire ce pouvoir invisible. Voilà, exactement. C'est d'ailleurs ce que vous nous racontez avec l'eau de la reine de Hongrie, le plus ancien parfum à base d'alcool, qui était présenté plutôt comme un médicament d'ailleurs que comme un outil de séduction et de libération de la femme. Le parfum a longtemps été associé à la médecine. Absolument. Et l'eau de la reine de Hongrie, premier parfum occidental pour le coup, qui est la spécialité de la ville de Montpellier, donc qui est fait des notes de la garrigue, le thym, le romarin essentiellement, la sauge, la marjolaine. Mais là aussi, il y a quand même un peu de la séduction parce que cette reine de Hongrie qui reçoit des mains d'un ange, nous dit la légende, cet élixir, donc le médicament le plus précieux, elle va retrouver la santé, la beauté, la jeunesse, au point d'être demandée en mariage par le roi de Pologne, son voisin. Donc il y a le côté élixir de jouvence. Oh, il y a le côté élixir de jouvence, élixir d'amour. Tout à fait. Donc c'est quand même je dirais que c'est le meilleur concept marketing qu'on ait jamais. Il y a quelque chose de magique. Mais magique. Presque la beauté, la santé, la jeunesse et l'amour.
Tout est réuni. Tout est réuni. On doit aussi beaucoup à Catherine de Médicis. Elle introduit la mode des Hesperidae, des aromatiques italiens, des gants à odeur, des petits flacons parfumés qu'on avait toujours sur soi. Avec un homme derrière, Renato Blanco, René le Florentin, son parfumeur et astrologue. C'est une histoire assez dingue, celle de Catherine de Médicis. Absolument. Catherine de Médicis, qui est une princesse florentine, qui arrive avec tout cet art de vivre extrêmement élégant, sophistiqué. Et Florence, enfin les princes de Florence, les princes de Médicis avaient fait énormément pour le développement de la parfumerie, notamment l'officine Santa Maria del Novella, qui était le fournisseur des princes de Médicis. Et Catherine de Médicis arrive avec son parfumeur, son pâtissier, et son parfumeur, qu'on appelle aussi l'empoisonneur, parce que à la Renaissance, du parfum au poison, il y a quand même qu'un pas. Oui, c'est pas très bien vu, finalement. Alors, si, quand même, parce que... C'est convoité, mais on se pose des questions. C'est convoité, c'est quand même signe de richesse. Bien sûr. C'est surtout combattre les épidémies. Hein, ça reste encore le meilleur agent antipestilentiel, le parfum. D'où les pommandeurs, d'où les gants parfumés, d'où les oiselets de Chypre qu'on disposait dans les appartements. Mais alors pourquoi on associe ça au poison? Parce que le parfum cachait l'odeur du poison. Ah, d'accord. Donc ça pouvait être un outil de dupe. Exactement, de duperie et notamment les bagues à parfum qui étaient réputées être des bagues à poison, au point qu'il fallait toujours se méfier quand on vous servait à boire avec une main gantée et baguée, parce qu'on pouvait glisser également un peu de poison. Cette histoire du parfum est absolument géniale. On continue d'en dérouler des bribes ensemble, mais on vous invite évidemment à lire cet ouvrage magnifique. On va parler de l'impératrice Eugénie, qui elle aussi représente un autre moment de bascule important, avec son patchouli avant qu'elle ne devienne impératrice, toujours prise aujourd'hui d'ailleurs, le patchouli. Et alors qu'elle est impératrice, elle tourne le dos au patchouli, qu'elle adorait pourtant pour un parfum plus floral, plus impérial, plus digne. Exactement. Ça, c'est aussi très intéressant parce que le patchouli, c'est l'odeur des cocottes. Donc, quand le patchouli arrive dans la palette du parfumeur, on est à peu près vers 1830-1850, d'emblée, on lui reconnaît une note addictive. Et par un biais contourné, puisque c'était ces châles qui arrivaient d'Indonésie, ces châles en cachemire qui étaient très à la mode sous le Second Empire, et certains partaient davantage que d'autres, et on ne comprenait pas pourquoi. C'était pas une question de couleur ni de forme. C'est qu'ils étaient parfumés. Ils étaient en contact direct avec les feuilles de patchouli. Incroyable. Parce que c'est le meilleur. C'était un antimite, si vous voulez. Donc l'odeur était laissée sur les soies et les femmes choisissaient ces châles-là. Donc rapidement, les parfumeurs l'intègrent dans la parfumerie, et ce sont les cocottes, les grandes horizontales, qui ont compris que cette note addictive allait... C'est quoi une cocotte pour ceux qui nous écoutent? Alors, les cocottes, c'était les grandes courtisanes, c'était les reines du tout Paris à l'époque, et qui vivaient de l'amour tarifé, c'est-à-dire qu'elles étaient des femmes entretenues, elles menaient extrêmement grand train, les femmes légitimes les appelaient les antichambres de l'enfer, parce qu'elles engloutissaient en général les dots des épouses dans l'entretien de leur standing. Alors pas possible pour une impératrice en effet d'avoir des notes de parfum qui rappellent les cocottes. Oui, surtout qu'il ne faut pas oublier de sens aussi. Absolument, il ne faut pas oublier que Eugénie avait été comparée à une cocotte. Victor Hugo avait dit l'aigle épouse une cocotte, donc on peut imaginer qu'elle, qui était une entre guillemets vieille célibataire, avait utilisé ce patchouli pour se donner un peu d'aura, et une fois impératrice, elle va utiliser l'eau de Cologne, qui est devenue l'eau de Cologne impériale. Le parfum et son langage pour nous raconter quoi de plus fort que le lien entre Marilyn Monroe et le numéro 5 de Chanel, pas choisi au hasard, parfum français par excellence. Ça enlève toute faute de goût possible. Elle réussit son coup. Mais oui, absolument. C'est cette jeune actrice qui a été quand même la pin-up, une pin-up des années 50, et qui veut absolument se débarrasser de cette image un peu bas de gamme quand même, de cette femme peu vêtue. Elle cherche une aura, elle veut être cette femme élégante, prise au sérieux. Et elle va choisir le numéro 5, qui est ce parfum que les GI rapportaient d'Europe à la Libération. Et aussi, il faut le savoir, c'est que Chanel avait eu l'intelligence de vendre le numéro 5 dans les magasins des GI. Et Marilyn Monroe avait servi la Libération quelque part, puisqu'elle travaillait dans une usine de parachutes. Donc elle avait accès à ces magasins. Donc est-ce qu'on lui a offert? Est-ce qu'elle l'a acheté elle-même? On ne sait pas. Mais en tous les cas, elle a voulu cette aura de bienséance. Et quelle intelligence de répondre à l'indiscrétion du journaliste par quelques gouttes de numéro 5. Elle ne pouvait pas répondre qu'elle dormait nue dans une Amérique très puritaine et très bourgeoise des années 50. Donc c'est très intelligent. Deux anecdotes qui sont très amusantes aussi autour de cette histoire entre Marilyn Monroe et le numéro 5. C'est qu'elle n'a pas été cette égérie officielle qu'elle aurait pu être. Aucun contrat ne l'a jamais liée avec la maison Chanel.
Ouais. C'est intéressant, on peut se demander pourquoi la maison Chanel n'a pas fait le choix de Marilyn Monroe. Et puis une autre information intéressante, c'est que finalement ce parfum qui était l'emblème des Françaises, du chic, de l'élégance, et finalement a été démultiplié par le fait qu'il ait été porté par Marilyn Monroe. Toutes les femmes voulaient ressembler à Marilyn Monroe et donc toutes les femmes s'offraient le numéro 5. Absolument. Et les hommes qui encore offraient beaucoup à leurs épouses le parfum se disaient qu'avec une femme parfumée au numéro 5, c'est comme si c'était avoir Marilyn Monroe dans les bras. Voilà, exactement. Donc c'est assez intelligent comme image et c'est très joli cette publicité gratuite et spontanée. Et je pense que la maison Chanel a voulu garder ça aussi. Cette spontanéité, cet amour sincère pour le parfum. Absolument. Et Marilyn Monroe, idem, elle était libre. C'était une femme libre. Donc, on raconte que vous avez pendant l'écriture respiré un certain nombre d'essences, de parfums. Vous avez ainsi recroisé les routes de Colette, de Sarah Bernhardt, de George Sand. Pourquoi est-ce que vous avez eu envie, besoin peut-être de vous replonger dans certaines essences? Parce que le parfum ressuscite le passé. Le parfum, c'est George Sand qui le disait d'ailleurs, le parfum est le souvenir de l'âme. Et donc c'était entrer dans l'intimité de ces femmes, et c'est vrai, sentir le jasmin de Corse de Coty, qui a été la senteur de Colette pendant plus de 30 ans. Toutes les personnes qui l'ont connue disaient qu'elle apparaissait et disparaissait dans un nuage de jasmin. C'était merveilleux de sentir en écrivant. Donc ça a redonné aussi beaucoup de réel à cet imaginaire que vous cultiviez, sur lequel vous écriviez. Là, on parle beaucoup des légendes. De ces femmes, de ces 19 icônes. Qu'en est-il pour nous, pour le commun des mortels? Quel est notre lien au parfum? Quel est le lien des femmes qui nous écoutent avec le parfum? Je crois que c'est un lien qui est absolument indéfectible. On ne peut pas se passer de notre parfum, c'est notre premier vêtement de peau, c'est notre armure aussi. D'où aussi cette dissidence qu'a le parfum. Parce que c'est se créer un espace social, c'est exister. Le parfum, c'est un langage muet. Est-ce qu'on peut se tromper alors en le choisissant? Oui, si on ne le choisit pas en accord avec qui on est réellement. Donc il faut s'écouter, il faut se faire confiance. Et vous nous avez parlé de ce cerveau archaïque qui réagit aux odeurs. C'est là où il faut aller puiser la réalité de ce qu'on sent. Absolument, c'est là où il faut aller puiser. Il ne faut pas chercher à imiter, il faut s'écouter. Voilà, c'est dans le silence qu'on comprend qui on est vraiment. C'est drôlement joli ce que vous nous dites. Si avec ça, on se trompe sur le choix de notre parfum, c'est vraiment qu'on n'a pas écouté. Un grand merci. Sa petite voix secrète. Sa petite voix secrète et les émotions que ça nous procure, puisque le parfum, avant tout, évidemment, c'est de l'émotion. Merci beaucoup, Elisabeth de Fédot, d'être venue nous parler de cet ouvrage magnifique, Les Voluptueuses, une histoire parfumée des femmes. C'était un plaisir de pouvoir en discuter avec vous autour de la table et on vous invite évidemment à le découvrir. Un grand merci et à bientôt. Et on passe tout de suite à C'est tout bon. À 2 pas de l'Assemblée nationale, au premier étage de l'adresse déjà mythique Hémicycle, une nouvellement auréolée d'une étoile, se trouve l'Éden des gourmands, Aura. C'est une carte magnifique signée Aurora Storari, récompensée par le prix Passion Dessert 2024 du guide Michelin. Elle y signe un menu dessert dining absolument époustouflant autour de son élégant comptoir à dessert. Elle est sur le plateau de Bienvenue en Ile-de-France pour nous parler de son travail et de sa passion. Merci beaucoup Aurora Storari d'être avec nous. On est ravis de vous recevoir. Merci. Alors que je dînais chez Hémicycle et que j'y découvrais vos desserts pour la première fois, vous m'avez dit, moi j'aime pas les desserts. Et là je me suis dit, banco, c'est génial. Vous aimez pas plus que ça les desserts? Moi je pense que c'est un peu ma philosophie en général. Il faut se concentrer sur les choses qu'on n'aime pas, ce qui sont les plus compliquées. Mais je trouve que les résultats c'est vachement mieux, beaucoup plus satisfaisant en moi. Donc en fait, vous avez dû travailler sur une matière qui ne vous plaisait pas naturellement exactement. Pour réussir à construire des assiettes qui vous ressemblent, qui vous parlent? Oui, exactement. Donc moi, je ne suis pas hyper fan de dessert. Au moins, ce n'est pas quelque chose que je commande souvent au restaurant. Et donc, je me suis mis dans la condition de faire des desserts que même moi, j'arrive à apprécier. Donc, c'est un peu ça, le travail en général. Deuxième obstacle, et pas des moindres, c'est que vous n'êtes pas pâtissière de formation. Vous avez commencé en tant que cuisinière. Vous avez été chef en Italie, chez Craco, à Milan, puis en France, au Mirazur. Qu'est-ce que ça a apporté à votre métier de pâtissière? Je pense avoir une mentalité beaucoup plus élastique par rapport aux formations de pâtisserie classique, on peut dire. Puis moi, j'aime pas tout ce qui passe en cuisine. Au restaurant, en général, la sommellerie, le vin, le cocktail. Tout vous intéresse? Ça me plaît tout, en fait. Moi j'adore le fait d'être dans un restaurant. Donc, j'adore tous les aspects. Et je commençais en cuisine, c'était pas prévu du tout de passer en pâtisserie. Et puis, j'ai fait des rencontres dans ma vie professionnelle de gens qui m'ont ouvert la tête, on peut dire. Et donc, voilà, je trouve que c'est la meilleure façon pour moi pour m'exprimer. Tout simplement ça. Qu'est-ce qui vous plaît aujourd'hui dans les techniques pâtissières? Pourquoi est-ce que finalement vous avez fait le choix à un moment de la pâtisserie?
Je trouve qu'il y a beaucoup plus de chimie que moi. Je suis très curieuse à la base. Et donc la pâtisserie, ça me permet d'aller vraiment au fond des ingrédients. C'est scientifique. Exactement. Donc c'est vraiment une connaissance très, très profonde des ingrédients. Et donc moi je trouve ça c'est la meilleure partie en fait de la pâtisserie. Et puis voilà, en tant que personne très créative, j'ai un peu la tendance, on peut dire, à sortir, aller un peu dans tous les sens, on peut dire. Et donc la pâtisserie, ça m'encadre, ça me met dans des... Ça vous cadre. Voilà. Donc ça m'aide beaucoup dans le procès de création. Voilà. Alors, on vous a connue comme la très talentueuse pâtissière du restaurant nouvellement étoilé Hémicycle, aux côtés de votre conjoint, Flavio Lucarini. On vous redécouvre maintenant à la signature Dora, une table qui propose, je le disais, un menu dessert dining. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est un dîner de dessert. Tout simplement. Dîner de dessert. Pour vous, c'est très naturel. Pour le commun des mortels, ça n'existe pas un dîner de dessert, sauf dans les rêves les plus fous de ceux qui nous écoutent. Il y en a très peu dans le monde en général. Pour moi, c'est la conséquence naturelle de ma pâtisserie. Exactement. C'est pas une question de prendre la place, c'est juste faire découvrir quelque chose qui est différent. Moi, je pense que le futur de la cuisine, c'est la pâtisserie. Donc, dans ma tête, il y aura un moment où il y aura vraiment une fusion entre les deux choses. On sera plus. C'est exactement ce qu'on voit à l'image, parce que quand on voit les assiettes que vous présentez, on va s'arrêter sur un certain nombre d'assiettes, mais parfois la frontière est mince. On voit une asperge, on voit un plat qui peut nous faire penser au code du salé. Pourtant, on retrouve des techniques pâtissières, on retrouve un certain nombre de saveurs, d'essences, d'arômes. Et là, on ne sait plus trop dans quel univers on est. C'est ça que vous recherchez? Oui, exactement ça. Moi, je pense que c'est pour être de bons chefs et de bons pâtissiers en général, il faut tout aimer, en fait, des ingrédients. On ne peut pas se limiter à dire, moi, j'aime bien qui est le sucre ou qui est le salé. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens, au moins pour moi. Donc, pour moi, la réalisation au 100%, c'est vraiment prendre tout ce qu'il y a dans mon métier. Sans limite. Exactement. Et moi, je pense que au moins, ça, c'est mon futur. Mon futur, c'est ça. Au moins, c'est vraiment arriver à faire fondre les deux choses. Parce que moi, je suis née comme ça. Donc, moi, je commençais en cuisine. Et c'est ce que vous aimez manger. Voilà. Et donc, j'espère que ça va continuer. Déjà, les clients sont très contents. Alors, on va parler de cette expérience qui est complètement incroyable, puisque c'est un comptoir intimiste, 7 places, donc on a vraiment l'impression d'être choyé. On peut discuter avec vous. Vous pouvez nous raconter cette carte incroyable. Service à 20h, menu dégustation en 10 temps. C'est une expérience hors du commun qui est complètement bouleversante et c'est une proposition absolument unique. Alors, moi, quand je suis venue, j'ai pu découvrir un cocktail déroutant au verjus qui pouvait être dégusté de différentes manières, qui ouvrait l'appétit avec ce petit clin d'œil amusant, cette holy water, comprendre eau sainte. Tout de suite, on est dans votre univers. Ouais. Ça, c'est quelque chose qu'on fait depuis toujours chez Aura. C'est un petit cocktail sans alcool. Donc, on va être vraiment pour tout le monde. Là, on va jouer sur l'holy water parce que c'est à la base, il y a du verjus, donc c'est du jus raisin, mais il n'y a pas d'alcool. Donc, c'est forcément sain par rapport au vin. Et là, c'est... Bon, moi, c'est rien du tout de mixologie. Je ne sais pas faire les cocktails, c'est juste... Mais vous avez dit que vous vous intéressiez à tout. Oui, voilà. Donc, je cherche plutôt les textures. Là, en vrai, la recette, c'est une glace. C'est juste, on change la forme et les températures. Donc, l'écume, à la base, c'est une glace. Et nous, on a transformé en écume froide, mais pas glacée. Et c'est comme un câlin dans le palais. Il faut imaginer un câlin et le verjus qui vient un peu derrière. Et c'est ça qu'on cherchait, surtout au début, parce qu'il y a quand même la deuxième partie qui est sur les acidités. Il y a du citron, il y a des herbes. Donc, moi, je pense que c'est la meilleure façon de partir. Pas trop compliqué, parce que je trouve que c'est assez direct. Mais c'est ça qu'on cherchait. Alors après, j'ai pu déguster une farandole de propositions merveilleuses, parmi lesquelles des tagliatelles de choux, pas le chou, le légume, le chou comme la pâte à choux, une sauce vermouth et hibiscus, cornichons de fraises et granité de ricotta. Rien qu'à l'énoncé du plat, on comprend qu'on va vivre une expérience hors norme. Ouais, ça c'est un travail que j'ai commencé à faire surtout chez Aura, les desserts dining autour des pâtes. Et moi je pense que ça c'est ma partie italienne, si vous n'avez pas entendu l'accent, mais voilà, je viens d'Italie. On a remarqué. Un très petit accent, mais voilà. Donc c'est ma partie italienne qui ressort, je pense, le travail autour des pâtes.
Et moi, en tant que pâtissière, c'est quelqu'un qui traite les pâtes. Donc, on n'a pas spécifié quel type de pâte. Donc, dans ma tête, voilà, ça peut être de la pâte à choux. Et moi, c'est juste les motos en général dans les desserts dining, mais dans ma pâtisserie en général, c'est pourquoi pas. Donc, on essaye. Voilà, on essaye. Si je cuis la pâte à choux vapeur, qu'est-ce que ça va nous donner? Des tagliatelle. Donc là, le plat est né comme ça, et puis c'est des associations de goût. Et voilà. Autre plat magnifique, des sublimes tartelettes aux petits pois avec leur île flottante, un gazpacho d'olives vertes et marjolaine. Déjà, c'est absolument adorable à regarder. On n'a presque pas envie de le toucher tellement c'est beau. Et en plus, c'est délicieux. Mon coup de cœur, le parfait glacé à l'encre de sèche, noix de coco, jus de coriandre. On a l'impression de manger un plat de poisson. Ouais. Ça, c'est sur la carte depuis toujours. Ça, c'est un autre plat, pourquoi pas. Parce que c'est à la base d'une ganache au chocolat blanc qu'on a assaisonné. On a repris l'association chocolat-sel, tout simplement, et on a changé le type de sel. Donc là, c'est l'encre de sèche. Mais c'est une ganache au chocolat blanc. C'est une recette qui est très simple, on l'a juste travaillé différemment, assaisonné différemment. Et puis la noix coco, ça aussi c'est, je vais dire la noix coco frais. Un jour, j'étais en train de faire des essais pour un dessert, j'ai regardé, ça ressemblait à un encornet. Donc j'ai dit bon, alors je l'ai mis sous la grille, on va voir ce que ça donne. Voilà. Et c'est complètement bluffant. Et c'était bien, Et donc c'était mieux que bien, on peut dire. C'était mieux que bien. Alors celui qui fait tourner toutes les têtes, c'est votre artichaut. Ouais. Votre artichaut comme un cornet de glace, une véritable merveille à la Giudia, mollet aux prunes, glace au foin et bourbon. Racontez-nous, parce que là on se rend compte à quel point c'est exceptionnel, mais en bouche c'est merveilleux. Ça c'est mon plat préféré. Et ça c'est vraiment pour moi une création correcte de dessert parce que c'est simple et efficace. Donc il y a 3 éléments dans le plat, même si c'est pas un plat, mais c'est un plat dans ma tête. Donc là je reprends un grand classique de Rome, c'est l'artichaut à la juive. C'est des artichauts frits qu'on fait depuis toujours dans la cuisine romaine. Nous on les passe, on les fait confier à l'huile et puis on les passe dans une caramel au citron. Donc c'est la partie cruciale donnée plutôt par les caramels. Et là aussi, je regardais l'artichaut frit. Normalement, tu les sers à l'envers. Je l'ai regardé. Je dis, si je le mets comme ça, je peux mettre quelque chose dedans. Pourquoi pas? Voilà. Et donc, voilà. Les restes, c'est des associations. L'artichaut, à mon avis, ça marche bien avec tout ce qui est vanillé, boisé, fumé. Et donc, la glace, c'est une glace qui est très simple, sans œufs. Donc, on sent vraiment la vanille, les côtés fumés. Et les mollets, on peut dire c'est comme une confiture à base de poivrons séchés. On rajoute un peu de fruits pour le sucre parce qu'on ne rajoute pas de sucre. Et voilà. Donc je voulais quand même une puissance végétale, acidulée, donnée par les mollets. Et la glace et la glace qui soit en cale n'est plus l'effet que tu le manges avec les mains. Moi, c'est le vrai plaisir. Vous êtes obligé à le manger avec les mains. Je donne pas des couverts pour ces passages parce que je pense que il fait 50% du plat le fait de le manger avec les mains. Ouais. Vous avez dit j'ajoute pas de sucre. Ce travail sur la sucrosité des produits, c'est le nerf de la guerre quand on veut faire une pâtisserie de cuisinière comme vous la proposez. Il faut respecter le produit. C'est comme ça que vous arrivez à réconcilier même les palais qui ne sont pas sucrés. Moi, c'est mon coup de cœur de l'année et je déteste les desserts. J'ai horreur de ça. Voilà. Et grâce à vous, j'adore. Merci. C'est le pari, non? Je pense qu'on n'a pas l'habitude en pâtisserie et moi je trouve que c'est dommage. Puis là il y a une nouvelle tendance, je suis contente de ça, mais on a depuis toujours la pâtisserie c'est basé sur des recettes qu'on apprend comme ça et on ne se pose pas trop de questions. Moi je pense qu'il faut repartir plutôt par les produits. Et on se rend compte en fait si on va vraiment chercher les produits corrects pour un plat, il n'y a pas besoin de rajouter grand chose en fait. Et les sucres, c'est ça en fait, nous on rajoute du sucre parce qu'il faut des structures en pâtisserie normalement, mais on peut avoir des structures sans les rajouter, il faut juste réfléchir un peu. Donc bosser, quoi. Voilà. Bosser aussi, réfléchir, il faut se poser des questions, tout simplement. Des questions et remettre en cause qu'on pense à qui, notamment dans la pâtisserie. On vous invite à aller découvrir cette table magnifique, Aura, la table divine d'Aurora Storari, au premier étage du merveilleux restaurant Hémicycle, dans le 7e arrondissement. Un grand merci d'être venu nous présenter votre travail formidable qui est salué par tous les critiques culinaires. C'est un vrai carton pour ce lancement, bravo. Et merci d'être venu sur le plateau pour la dernière de C'est tout bon. Et demain, vous retrouvez Alban Barthélémy, évidemment. Moi, je vous dis à très vite.
même lieu, même heure, toujours sur le canal 34. Bonne soirée.